Bonsoir, on va s'occuper ce soir de retrouver la dérivée de sinus x. Alors sinus x et cosinus x sont généralement des fonctions que l'on sait dériver par cœur entre guillemets. Je vous montrerai d'ailleurs à ce propos tout à la fin de la vidéo un petit moyen mnémotechnique pour pas se mélanger les pinceaux. Moi là en l'occurrence ce qui m'intéresse vraiment c'est d'être capable de partir de quasiment de rien et de dire bah c'est parti, on y va, on retrouve la dérivée de sinus x. Alors sinus x prime. Par définition, ça va être la limite quand h tend vers 0 de quoi? De sinus x plus h moins sinus x, pardon, le tout divisé par h. Et bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qui se passe quand h tend vers 0. Ça, si je me rappelle de mes formules de trigonométrie, je vais pouvoir écrire ça sous la forme de limite quand h tend vers 0 de quoi? De sinus a plus b, c'est sinus a cosinus b, donc c'est-à-dire sinus x cosinus h plus cosinus x sinus h, le tout moins sinus x, et le tout encore divisé par h. Ok? Comme je suis un très grand mathématicien, dès que je vois des choses qui sont que je peux mettre en facteur, par exemple ça et puis ça, je vais pouvoir les regrouper. Je vais avoir tendance à écrire les choses sous la forme de limite quand h tend vers 0 de quoi? De sinus x facteur de quoi? Facteur de cosinus h moins 1. Le moins 1 c'est celui-là, c'est celui qui est ici, plus cosinus x sinus h, le tout encore divisé par h. Alors je remarque quand même que ici ce terme-là ne dépend pas de h et ce terme-là ne dépend pas de h. Ce que je vais pouvoir peut-être écrire sous la forme limite quand h tend vers 0 de quoi? De sinus x multiplié par quoi? Par cosinus h moins 1, le tout sur h, plus cosinus x multiplié par sinus h sur h. Et bien sûr, la question à 2 millions de dollars, c'est de se dire ça vaut combien quand h tend vers 0 et ça vaut combien quand h tend vers 0. Alors pour le premier terme, je vais vous demander d'être un petit peu malin et d'essayer de regarder à quoi ressemble le terme suivant. Je regarde cosinus h moins 1, le tout sur h moins 0. Alors ça c'est une méthode qu'il faut avoir un petit peu en tête de temps en temps parce qu'on va l'utiliser assez souvent en maths et en physique. Ça, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à f de x plus h moins f de x sur x moins h, mais avec un h qui serait tout petit, puis surtout un x qui serait égal à 0. Donc ça, c'est la dérivée de cosinus x en x est égal à 0. Et si je me rappelle bien, on va dire que ça c'est une cosinusoïdale, quand je suis en 0, ma tangente à la courbe elle est horizontale, donc la pente elle vaut 0. Ça veut donc dire que la limite quand h tend vers 0 de cosinus h moins 1 le tout sur h, c'est tout simplement 0. Bon, bah ça c'est pas inintéressant. Le deuxième calcul qu'il faut faire maintenant, c'est calculer ce truc là ici, c'est-à-dire sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors pour cela, je vais tout sélectionner et je vais tout couper. On se retrouve donc à étudier la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Pour étudier cette limite, on va utiliser le théorème des gendarmes
Et on va commencer par faire une représentation graphique de la situation. Donc, je me place sur le cercle de rayon 1, dans lequel je vais tracer cette droite-là, et puis cette autre droite-là. Et je vais commencer par placer un certain nombre de points. Donc le centre du cercle, ça va être le point O. Ici, je vais avoir un point A. Ici, je vais placer un point M. Ici, un point P. Et pour finir, un point T. Et l'angle, ici, c'est l'angle X. X étant en radian. Et la remarque que l'on va faire concerne les différentes surfaces des différents triangles et secteurs qui sont disponibles sur la figure. La première remarque que l'on va faire, c'est de se dire que la surface OAM est inférieure à la surface du grand triangle qui est représenté par OAT. Donc ici, on va dire qu'elle est inférieure à la surface du triangle OAT. Okay. Mais la surface du secteur OAM, donc le secteur OAM, il est ici, hein, c'est ce secteur-là, est malgré tout supérieure à la surface du petit triangle qui s'appelle OPM. Donc à la surface de OPM. Et une fois qu'on a fait cette remarque-là, on va essayer de traduire ça avec un certain nombre de chiffres. La surface de OPM, c'est quoi? C'est la surface d'un triangle. La surface d'un triangle, c'est 1/2 de la base par la hauteur. C'est normal parce qu'on a, en fait, on a un rectangle et on le divise en deux. Donc ça va être ici 1/2. 1/2 de quoi? De OP multiplié par PM. Maintenant, la surface du secteur OAM qui est déterminé par l'angle X. Ça va être quoi? Alors là, on va faire la remarque suivante. Puisque je suis en radian, la surface du cercle, donc la surface du cercle, elle ne change pas, c'est toujours 2, c'est pi r2. Pourquoi 2? C'est pi r2. Et ça, c'est vrai pour une circonférence qui ferait une longueur de 2pi. D'accord? Maintenant, une circonférence, si j'ai un angle qui fait 2pi, si maintenant j'ai un angle x, bah, la surface du secteur va être proportionnelle, et pour passer de 2pi à pi r2, qu'est-ce que je fais? Je commence par diviser par 2pi, au départ j'avais mon x, et puis après je multiplie par pi r2. Autrement dit, pour un angle de 2pi, j'ai une surface qui vaut pi r2. Pour un angle x, j'ai une surface qui vaut x fois pi r2 divisé par 2pi. Là, je vais être capable de simplifier les choses. Et si on se rappelle que le rayon R ici vaut 1, on va dire que pour un angle x, on aura une surface qui sera égale à x sur 2. C'est ce qu'on aura bien ici. Donc la surface de OAM, c'est quoi? C'est x. Tout simplement, ça va être x sur 2. Maintenant, la surface du triangle OAT, ça va être quoi? Bah, ça va être 1/2. De la base, c'est OA, mais OA, ça vaut 1, multiplié par AT. Et AT, pour essayer de le déterminer, ce qu'on pourrait faire, c'est encore une fois utiliser x qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut quand même remarquer que tangente x, c'est quoi? C'est opposé sur adjacent. L'opposé, c'est tout simplement AT. Et l'adjacent, c'est OA, c'est-à-dire 1. Autrement dit, AT est égal à tangente x. Autrement dit, on est capable d'écrire que 1/2 de OP, ça vaut quoi OP? Bah, c'est tout simplement cosinus x, donc cosinus x, multiplié par PM, c'est-à-dire sinus x, est inférieur à 1/2 de x, est inférieur à 1/2 de x, qui est lui-même inférieur à 1/2 de tangente x. Maintenant, je vais peut-être pouvoir simplifier tout le monde par 1/2.
Et je vais être capable d'écrire cosinus x sinus x est inférieur à x, qui est lui-même inférieur à tangente x, c'est quoi? C'est sinus sur cosinus, donc sinus x sur cosinus x. À partir de ce moment-là, si je divise tout le monde par sinus x, je vais avoir quelque chose du style cosinus x inférieur à x sur sinus x inférieur ou égal à 1 sur cosinus x. Alors tout à l'heure, on avait quelque chose de la forme sinus h sur h, mais on peut faire la remarque suivante. Quand x tend vers 0, cosinus x tend vers 1. Autrement dit, quand x va tendre vers 0, je vais avoir 1 qui va encadrer x sur sinus x. Autrement dit, sinus x sur x. Autrement dit, je vais pouvoir écrire quelque chose de la forme x sur sinus x tend vers 1 quand x tend vers 0. Bon, bah, très bien. Une fois que j'ai écrit ça, je vais pouvoir reprendre. Alors j'ai tout sélectionné. Je vais couper. Et je vais reprendre la formule de tout à l'heure. Sinus x prime, c'était égal à sinus x multiplié par cosinus h moins 1 divisé par h plus cosinus x sur sinus h sur h. Et ça, il faut l'étudier, c'est la limite quand h tend vers 0. Mais ça, on a prouvé que ça valait 0, rappelez-vous, hein, c'est la dérivée de cosinus quand h tend vers 0, et ça, on vient juste de prouver que ça tend vers 1. Autrement dit, sinus x prime, c'est égal à quoi? À 0 plus cosinus x fois 1. Autrement dit, sinus x prime est égal à cosinus x. Ok? Alors, de la même façon, on pourrait démontrer la dérivée de cosinus x. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une méthode légèrement différente, histoire de varier les plaisirs. Donc, je vais reprendre la définition originale. Autrement dit, si je cherche la dérivée de cosinus x, la dérivée de cosinus x prime, c'est quoi? C'est la limite, ça va être la limite, quand h tend vers 0, de cosinus x plus h moins cosinus de x, le tout sur h. Et là, on peut faire une remarque complémentaire. Je sais que cosinus a plus b, c'est égal à cos a cos b, cos a cos b, moins sinus A, sinus B. De la même façon, je peux dire que cosinus A moins B, c'est égal à cos A cos B, cos A cos B, plus sinus A, sinus B. Si on s'amuse à faire la soustraction des deux, on va être capable d'écrire cosinus A plus B moins cosinus A moins B, ça va être égal à la première moins la seconde, c'est-à-dire moins 2 sinus A, sinus B. Cosinus A plus B moins cosinus A moins B, on va dire que ça doit ressembler à quelque chose de la forme cosinus x plus h moins cosinus x. Dans ce cadre, on va écrire que il faut A plus B est égal à x plus h. Et il faut aussi A moins B est égal à x. On va pouvoir écrire quelque chose avec la première équation, on va être capable de dire que A c'est égal à x plus B.
si je le réintègre dans la première équation, je vais avoir quelque chose de la forme x plus b est égal à x plus b. Les x vont dégager, d'accord? Et il va me rester, il me manque un, c'est pas un x plus b, c'est un x plus h ici, hein, excuse-moi. Il me reste un 2b égale h. Donc autrement dit, je vais avoir b est égal à h sur 2. Si je remplace b par sa valeur dans la seconde équation, je vais avoir a est égal à x plus h sur 2. Autrement dit, mon expression cosinus x plus h moins cosinus x sur 2, je vais pouvoir l'écrire sous la forme moins 2 fois sinus de sinus a, on a dit que c'était x plus h sur 2, sinus b, c'est-à-dire sinus de h sur 2. Le tout divisé par h. Mais ça, je peux encore l'écrire sous la forme moins sinus x plus h sur 2 multiplié par sinus de h sur 2 divisé par, alors en faisant passer le 2 en dessous, ça me fait diviser par h sur 2. Mais ça, on vient de prouver que ça tend vers 1 quand h tend vers 0, et quand h tend vers 0, cette expression-là va tendre vers moins sinus x. Autrement dit, la dérivée de cosinus x prime, c'est égal à moins sinus de x. Et ça, c'est une démonstration possible. Alors, j'avais dit au tout début de la vidéo que j'allais donner un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler un petit peu comment en tout cas ne pas se tromper au niveau des dérivés de sinus x et de cosinus x. Moi je sais que la fonction cosinus x, au tout début, sa dérivée elle est négative. Donc j'ai tendance à dire que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et de la même façon, hein, si je trace sinus x au démarrage, donc j'ai une dérivée qui est positive, et j'ai tendance à dire que la dérivée de sinus x prime, c'est égal à cosinus x. Il y a peut-être un moyen encore un petit peu plus rapide, c'est de se dire, je trace un cercle, ici je vais avoir cosinus x, ici je vais avoir sinus x, ici je vais avoir moins sinus x, ici je vais avoir moins cosinus x. Et dans le sens trigo, lorsque je dérive, le sinus x qui est ici va se transformer en cosinus x en dérivant ici. Autrement dit, je vais écrire sinus x prime, ça va être cosinus x. De la même façon, quand je vais faire cette opération ici, je vais avoir la dérivée de cosinus x qui sera directement moins sinus x. On peut noter aussi que si jamais à un moment donné on faisait des opérations d'intégration, l'intégrale, la primitive de moins sinus x, ça sera cosinus x, et la primitive, en faisant l'intégrale de la primitive de cosinus x, ça sera sinus x. Bon, ben voilà, mine de rien, on a retrouvé les formules de dérivation de sinus x et de cosinus x. On a utilisé deux méthodes. Cerise sur le gâteau, on a deux moyens mnémotechniques pour se rappeler, soit directement avec les courbes, soit directement avec le petit cercle trigonométrique. Bon, bah, honnêtement, moi je dis qu'on a fait le tour de la question. Si vous en avez besoin, revoyez la vidéo, faites les démonstrations, amusez-vous. Entre nous, je préfère largement la première méthode à la seconde. Hein, je la trouve plus visuelle, plus graphique, plus intéressant. Bah écoutez, amusez-vous, travaillez bien, et puis à la prochaine fois. Allez, salut, ciao.